Et on est en direct. Bonjour à tous. Bonjour Charles-Louis. Comment ça Salut va? Louis, ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, du coup, on est là pour ce webinaire sur le syndrome de l'imposteur. Donc, on va être environ 45 minutes avec vous. Alors là, je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat. Bonjour Sarah, bonjour Julien. Comment ça va? On se demandait justement avec Charles-Louis un petit peu parmi les participants, un petit peu qu'est-ce que vous faites si vous êtes plutôt junior dans le freelancing ou justement si vous avez plus d'expérience et surtout dans quel genre de stack ou techno vous travaillez. Donc n'hésitez pas pendant ces premières minutes en attendant que tout le monde arrive à échanger dans le chat etc. Yes. Salut Bonjour Cléa, Charles, salut oui. Maria-Léna, Kevin, Bonjour Kevin. Loïc, salut Julien. Je vois pas mal de noms que je reconnais, ça fait plaisir. Freelance en devenir. Bonjour Hugo. Ah, là, je vois, on a à peu près la moitié des participants qui se sont inscrits. On va attendre encore quelques instants, histoire que tout le monde arrive. De toute manière, tous les gens qui se sont inscrits, vous allez recevoir un mail 3 heures après avec le replay. Et de toute manière aussi, le replay sera posté sur YouTube. Donc, vous aurez toutes les ressources aussi. Bonjour Elvire, bonjour Jules. Ouais, bah, du coup, pour ce Comet Free Talk, on accueille aujourd'hui un des secrets les bien gardés de la planète freelance hexagonale. Donc, notre invité aujourd'hui est passé par plus de 10 ans de freelancing tech avant de devenir coach. Il accompagne des entrepreneurs et des indépendants et des freelances depuis 2000 ans, si je ne me trompe pas. Et il a contribué aussi à la naissance de plein de projets web et tech en France et aussi à l'international en tant que développeur full stack, designer, product owner et consultant. Il a codé aussi pour des startups, des indépendants, des PME, des grosses institutions. Et certains de ces projets auxquels il a participé sont restés en version bêta, mais d'autres ont été aussi acquis pour des millions d'euros. Donc, il a également enseigné pendant plusieurs années computer science à l'ESSEC et il travaille en full-time en remote et asynchrone depuis 2015. Donc, bien avant le Covid, au moment où ça s'est démocratisé un petit peu plus. Donc, après 10 ans à Paris, il a aussi vécu à Bali pendant plusieurs années. Il a créé Kanju, si j'ai bien prononcé, j'espère que oui, French Tribe et le groupe des digital nomades francophones à Bali. Donc aujourd'hui, il aide ses clients à maximiser leur confiance en eux, à dévoiler leur potentiel et à booster leur performance, à créer une vie et un business qui les inspire. Donc merci beaucoup à tout le monde d'accueillir avec nous Charles-Louis Alizard. On dit aussi Charlot. Et donc merci beaucoup à tous. Moi, je trouve ça trop cool du coup qu'on commence à parler de bien-être de plus en plus chez Comet. Et du coup, pour ce Comet Tech Talk et les deux suivants, on aura des coachs spécialisés dans cette partie-là. Donc, Charles-Louis, je te laisse la main. Très cool. Merci encore pour être avec nous. Ben, merci Louis pour l'accueil, merci pour la présentation, merci Comet pour l'invite aussi. C'est vraiment c'est un plaisir d'être là et puis c'est tout un symbole pour moi par rapport à mon histoire personnelle, puis par rapport aussi à ce que Comet représente sur la scène freelance tech IT en France. Donc ouais, je suis hyper content d'être là. Merci à tous d'être là. Aussi, ce que je vais vous proposer de faire. Alors, est-ce que j'arrive à slider? Ouais, j'arrive à slider. Avant qu'on commence, je connais certaines personnes qui sont là et je vous fais un coucou, mais je salue tout le monde. Je voudrais que chacun prenne le temps déjà de se poser la question, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de prendre, allez, 3/4 d'heure, 1 heure pour venir voir un talk sur le syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce qui motive cette décision chez vous? Deuxième truc qu'on va faire, je vous invite, moi je vais vérifier, je pense que c'est bon.
Je vous invite à prendre vos téléphones et à les mettre en silencieux. Si vous me regardez sur téléphone, vous enlevez les notifications et de prendre en fait la décision que ce moment qu'on va passer ensemble là, c'est aussi un rendez-vous que vous prenez pour vous. C'est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Et dans quelques semaines, vous allez oublier 95% de cette presse. Mais si vous prenez le temps d'être présent, votre inconscient, il va travailler aussi. Parce que vous allez pouvoir vous reconnaître sûrement dans pas mal de slides. Or, si vous êtes en train de faire des emails ou de la lecture ou quoi que ce soit à côté, peut-être que le travail va se faire différemment. Voilà. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec vous tout de suite et maintenant, c'est le moment. Le troisième truc, alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait là? Ce que je vous invite à faire, si vous pouvez le faire, même si vous êtes à la caisse de chez Monoprix en train d'aller acheter un sandwich, on va prendre ensemble 3 grandes respirations avant de commencer. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je monte les épaules. On remplit ses poumons d'air, on se charge bien d'air. L'air à l'intérieur des poumons, en fait, va pousser les poumons, va pousser le dos, va vous aider à vous détendre. Et on souffle. Et vous pouvez même faire un petit peu de bruit si vous osez. Ceux qui sont déjà venus en coaching avec moi ont l'habitude. Ça arrive très fréquemment que je commence des coachings ou même que pendant le cours du coaching, on fasse des respirations. 3e fois. Et après, on va s'y mettre. Je le fais pour moi, je le fais aussi pour vous. Respirer comme ça, c'est pas forcément confortable. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qu'il me demande là, petit nuage? Est-ce qu'il va arrêter? Je suis pas venu pour un cours de yoga. L'intérêt en fait de faire ce genre de truc, c'est qu'on laisse de côté le déjeuner, on laisse de côté la matinée, on laisse de côté ce qui nous attend cet après-midi et on prend le moment de se retrouver ensemble ici. Alors, on va commencer par une définition, c'est un peu bateau, c'est un peu standard, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui a été pas mal récupéré, à qui on a un peu tordu le bras. Globalement, le syndrome de l'imposteur, comment ça va se manifester? Ça va être une attitude un peu maladive à rejeter notre propre mérite, en fait. Et on va attribuer son mérite et ses réussites, non pas à son travail et à ses efforts, mais quasiment uniquement à de la chance, à des relations antérieures ou à des circonstances particulières. Bref, j'ai réussi, mais ce n'est pas de ma faute. Donc, je suis un imposteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on va me démasquer. Globalement, plus simplement, moi, j'aime bien parler d'un sentiment d'illégitimité. Je doute de mes compétences, je doute de ma légitimité. Alors, le problème du doute, le doute en soi, ce n'est pas un problème. Okay, le doute, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Il n'y aurait pas, par exemple, de philosophie sans doute. Donc, c'est super bien de douter. Le problème du doute, c'est quand il pousse à des comportements, des mécanismes de défense qui vont, par exemple, dans un cas extrême, nous pousser à la procrastination systématique. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse au stress. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je me fiche, je ne fais rien, je préfère regarder Netflix ou avaler des dizaines de vidéos YouTube au lieu de faire ce que j'ai à faire. Okay, et à contrario, on va trouver des cas de préparation excessive où en fait, on va être dans la surabondance de consommation de contenu, de formation, de production, parce qu'on ne va jamais se sentir suffisant. I'm not enough en anglais, c'est un truc qui est un TED Talk super intéressant sur le sujet. Préparation excessive. Le syndrome de l'imposteur, ça vaut le coup de le préciser, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble mental. Okay, on a mis le mot syndrome parce que ça a été récupéré, mais les deux femmes qui ont mis le doigt là-dessus, elles ont parlé à l'origine d'une expérience de l'imposteur. Sur le syndrome de l'imposteur, on va avoir 4 comportements principaux. Je ne vais pas m'attarder sur tous, mais je voudrais m'attarder particulièrement sur celui-là. Et du coup, je vous ai dessiné un petit triangle pour illustrer les trouvailles que j'ai faites en recherchant le sujet. On va avoir un sentiment à l'origine, un sentiment d'illégitimité. Si vous connaissez le triangle victime, bourreau, sauveur, ça vous parle parce que c'est un peu un côté infernal comme ça. Ça va partir d'un sentiment d'illégitimité. Ce sentiment d'illégitimité, il peut trouver sa source dans votre histoire, une blessure, un choc émotionnel, et ça peut remonter même en fait à l'enfance et à tout un tas d'expériences qui vont vous faire penser que vous n'êtes pas suffisamment légitime. Okay,
Ça peut remonter, par exemple, à un prof de maths qui était terrible, alors qu'en fait, vous n'avez qu'une envie, c'était de réussir, mais un prof de maths qui vous a un peu chamboulé, un peu maltraité. Ça peut être un prof de sport qui vous a un peu chamboulé, un peu maltraité. Ça peut être, par exemple, l'histoire d'un petit garçon qui a envie de chanter, mais à qui on va dire arrête de chanter, tu chantes mal, tu chantes faux, et qui va finalement se taire et avoir beaucoup du mal à reprendre la parole. Ça va peut-être être l'histoire d'une petite fille qui avait envie de dessiner et à qui on a dit mais tu dessines pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait un bonhomme, c'est pas comme ça qu'on fait un éléphant. Ce sentiment d'illégitimité, donc, il peut trouver sa source dans notre histoire de manière éloignée. Et qu'est-ce qu'on va faire pour combler ce sentiment d'illégitimité? On va se pencher vers un mécanisme de défense et faire un travail acharné en se disant si je travaille beaucoup, ça ira, on verra pas que je suis un imposteur, on verra pas que je mérite pas et du coup je vais garder ma place. Le problème, c'est que si vous partez d'une base saine finalement et que vous êtes compétent, ce travail acharné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de meilleurs résultats. Ces meilleurs résultats vont faire augmenter la reconnaissance que l'on vous accorde. Et ce faisant, en augmentant la reconnaissance, vous allez augmenter le gap entre ce que les gens perçoivent de vous et ce que vous percevez de vous-même. Donc finalement, ce triangle, il est infernal. Et plus je suis légitime, plus je travaille, plus j'ai de la reconnaissance, plus je me sens illégitime parce que je progresse. Alors, chez qui on va trouver le syndrome de l'imposteur? En gros, ça toucherait, selon les statistiques, 70% de la population. En fait, 70% des gens seraient susceptibles de le rencontrer un jour ou l'autre dans leur vie. C'est assez difficile à calculer et difficile de dire aussi s'il y a des gens qui sont plus ou moins exposés à ça, mais globalement, c'est quand même un truc auquel quasiment personne n'échappe. Ça touche les femmes et les hommes. Les différences qu'on va voir dans le syndrome de l'imposteur chez l'homme et chez la femme, ça va être la manière de se comporter vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Et chez les hommes, on va peut-être avoir des hommes qui vont peut-être ancrer le masque encore plus fort et foncer. Des femmes qui vont aussi, pour certaines, être dans la surabondance de travail pour combler ce manque, mais aussi des comportements peut-être plus à être en retrait, à se cacher, à se mettre dans la discrétion parce que je ne mérite pas. Okay. Je fais une petite mention particulière parce que ça me touche particulièrement et parce que ça touche certains aussi de mes clients. On va trouver le syndrome de l'imposteur assez exacerbé chez les zèbres, les HP, les surdoués. Pourquoi? Parce que on va avoir une grande sensibilité, une grande empathie, mais une grande sensibilité aussi à ce que les autres pensent de moi. Et on va aussi avoir des facilités parfois dans certains domaines, parfois dans de nombreux domaines. Et donc, sentiment d'illégitimité, pourquoi? Parce que tous mes copains de classe ont travaillé comme des acharnés, moi, j'ai rien fait et j'ai les meilleures notes où c'est facile. Et ce côté facile, avec la notion qu'en fait, il faudrait que ce soit compliqué, il faudrait que ce soit difficile, peut aussi exacerber ce sentiment d'illégitimité. Alors maintenant, les freelances, en quoi c'est intéressant de se pencher sur cette question pour les freelances? Alors, avant tout, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre un peu et j'ai de la chance quand même d'être bien entouré, mais je l'ai vu chez pas mal de gens, je l'ai vécu à ma manière. Il y a un côté parfois isolé avec un manque de feedback. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas soi-même à s'accorder de la valeur parce qu'en fait, tout simplement, on ne sait pas vraiment où on en est. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Qu'est-ce que je devrais faire? Ce manque de clarté, il peut être super toxique. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des gens à qui parler, soit un groupe mastermind, soit un groupe Discord, soit ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être des collègues, mais d'avoir en fait du retour. Et ce manque de feedback quand on est isolé, et ben en fait, il est très pénalisant. Et on va aussi trouver souvent, pas toujours, mais une incompréhension de l'entourage parce que tout le monde n'a pas dans son entourage des entrepreneurs ou des freelances même, parce que ce sont parfois des manières de faire qui sont différentes. Et du coup, cette incompréhension fait qu'on se sent un petit peu seul, isolé à bord. On parle, c'est un synonyme de syndrome de l'imposteur, de syndrome de l'autodidacte. Et donc, c'est pour ça aussi que ça fait un lien évident avec le freelancing. Pourquoi? Parce qu'au-delà de votre savoir-faire propre, alors que vous soyez data engineer, que vous soyez dans la sécu, que vous soyez front, back ou admin système,
Au-delà de votre compétence technique pure, qui est déjà un truc balèze en soi à maîtriser, à développer, il y a aussi toutes les questions qu'on va se poser quand on est freelance. Ça peut être la prévoyance santé, la retraite, comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour faire des devis, comment je fais pour gérer ma trésorerie. Et on a constamment tout un tas de choses à apprendre en complément de notre compétence de base. Alors maintenant, dans l'IT, pourquoi c'est intéressant de se pencher sur la question et comment ça va se manifester? Typiquement, dans l'IT, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Il y a constamment des choses à apprendre et il y a constamment des choses nouvelles. La tech, ça évolue chaque jour en fait. Et donc, parfois, à peine on a fini d'apprendre quelque chose que la connaissance que l'on a acquise est obsolète. Et ce truc-là, en fait, ça fait une espèce de foire d'empoigne, ok, une course qui est interminable et on a l'impression d'être dépassé. Il y a trop de choses à apprendre aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Je prends l'exemple d'un développeur, ça peut être front, back, full stack, peu importe. Il y a un peu de code en front, un peu de code en back, mais aussi de la base de données. Il y a du serveur, il y a de la ligne de commande, il y a du Git, il y a comment je fais pour collaborer sur Jira ou sur Trello ou que sais-je. Il y a est-ce que je dois mettre Notion, est-ce que je dois prendre Slack, Et en fait, ça fait une quantité phénoménale de choses à apprendre. Dans la tech, on va souvent avoir cette espèce de débat, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Là, à quoi je fais référence? Je ne fais pas référence à la cité de la peur, je vais faire référence aux gens qui vont toujours prêcher pour leur paroisse, et c'est normal. Un qui va vous dire il faut absolument faire du React et du Redux parce que c'est trop bien. L'autre, ça va être Angular, l'autre, ça va être Vue.js. Ça va être une bagarre PHP, Ruby, Go, Node. Ça va être est-ce que c'est mieux Integromat? Oui, c'est mieux Integromat, ou c'est mieux Zapier. Voilà. Et donc, il y aura toujours en fait des gens qui sont convaincus, moi le premier, que la techno qu'ils utilisent, la framework qu'ils utilisent, la librairie qu'ils utilisent, le logiciel qu'ils utilisent, c'est la meilleure solution pour eux. Donc, c'est forcément la meilleure solution pour vous. Et donc ça, quand on n'a pas encore la maturité suffisante, ça peut être déboussolant. Et même quand on l'a, on est quand même sujet à être chahuté par cette idée-là. Et on parle aussi forcément dans l'IT, ça c'est évident, du syndrome de l'autodidacte. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un domaine où on passe son temps à apprendre, c'est bien l'IT. En fait, si vous n'aimez pas apprendre, ça sert à rien de bosser dans l'IT. Pour moi, enfin, après c'est mon expérience, mais je pense que c'est global. Faire de l'IT, c'est passer sa vie à apprendre. On passe sa vie en déséquilibre. Okay, débugger, c'est apprendre. Monter un gros projet ou un petit projet, c'est forcément être confronté à des challenges nouveaux. On ne travaille pas à l'emporte-pièce, donc forcément, c'est apprendre. Le syndrome de l'autodidacte, ça vient aussi un peu d'une époque qui n'est pas forcément révolue, hein, mais où on allait trouver en fait des entrepreneurs qui s'étaient fait eux-mêmes, qui avaient un complexe vis-à-vis de gens qui auraient fait de grandes études, ou de cadres au sein d'une entreprise, par exemple dans une usine, qui auraient commencé avec un CAP ou un BEP, qui auraient gravi les échelons et qui se seraient retrouvés à des postes de management avec à côté d'eux des gens qui auraient été diplômés d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou d'université. Donc, on va avoir cette espèce de décalage parce qu'il n'y a pas le diplôme en fait qui valide. On a aussi beaucoup en freelance, dans l'IT, dans le monde des startups, de l'entrepreneuriat, des attentes irréalistes qui sont vachement nourries par les success stories. Les success stories, c'est super bien. Mais on ne voit pas l'envers du décor. On ne voit pas toutes les galères qui ont été vécues au préalable de ces succès. On a l'impression que c'est des succès, oui, c'est un succès overnight, c'est un succès qui est dans la nuit, qui s'est fait dans la nuit, qui s'est fait en un mois, mais on oublie que c'était peut-être avec 15 ans de boulot derrière. Et on va avoir des modèles, on va avoir des Elon Musk, on va avoir des Bill Gates, on va avoir des cracks du MIT ou de Palo Alto, et ça va mettre la barre très, 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 très haute pour pour moi, par exemple, ça met la barre très haute. Chacun va avoir en fait son espèce d'Everest comme ça, mais on va avoir l'impression que l'Everest, c'est la norme. Et ça crée des attentes irréalistes. C'est plutôt toxique parce que ça ne nous aide pas en fait à trouver des références auxquelles on peut se référer. Alors ouais, j'essaie d'être pas vulgaire. Des fois, je suis vulgaire. Je dis pas mal de gros mots. Pas vulgaire, grossier. On trouve quand même dans la tech
pas mal, enfin pas mal, mais ils parlent très fort des connards arrogants. Ça va être qui? Ça va être des gens qui vont penser que c'est bien d'écraser les autres avec leurs connaissances en leur disant c'est pas comme ça qu'on fait une pull request, c'est pas comme ça qu'on débug, là ton truc c'est nul, c'est pas regarde moi je vais te montrer, il faut faire plus d'abstraction, il faut ta 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 ta. Et en fait au lieu d'aider la personne, euh, ça peut être vous allez trouver ce genre de profil sur des Stack Overflow ou sur des repos ou sur des Discord et en fait ils ressentent le besoin d'écraser les autres. Pourquoi ils ressentent le besoin d'écraser les autres? Parce que même ils ne se sentent pas suffisants. Donc, ayez un petit peu d'empathie pour eux. Et la prochaine fois que vous en croisez un, ben voilà, vous passez votre chemin avec le sourire, de manière bienveillante, parce que c'est quelqu'un probablement qui souffre. Mais ne les empêchez pas, ne les laissez pas vous empêcher d'avancer. On va souvent se poser la question, est-ce que je suis assez intelligent? Ça peut être, par exemple, j'ai ancré dans ma tête, j'étais nul en maths. Donc, comme j'étais nul en maths, forcément, je vais être nul dans la tech. Oui, ou pas forcément, tu étais peut-être nul en maths parce que le prof était pas sympa du tout, et du coup, tu avais les chocottes. Peut-être qu'il y avait des paramètres extérieurs dans ta vie à ce moment-là qui fait que réussir en maths, c'était difficile. Peut-être que tu voyais aucun intérêt aux maths et qu'aujourd'hui, si tu te mets à faire je sais pas, de la data science, en fait, tu vas cartonner parce que tu trouves un intérêt, tu vas redévelopper cet aspect-là. Est-ce que je mérite d'être là? Ça, c'est la grande question du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite d'être là? Je ne ressemble pas au stéréotype. On va avoir, chacun va avoir sa vision du stéréotype, mais ça peut être un stéréotype qui va être incarné par des youtubeurs, par exemple, mais ça peut être aussi un stéréotype du style homme blanc, 28 ans, diplômé d'Epitech ou de 42, et super calé à tous les niveaux. Ça, c'est pareil, c'est comme les success stories. Oui, ça existe, mais c'est pas parce que vous avez un profil complètement différent que vous n'avez pas le droit d'être là. Ok, que vous écoutiez une musique différente, un culte, que vous ayez un culte différent, que vous ayez des orientations sexuelles différentes, que comment dirais-je, que vous ayez des origines différentes. En fait, tout ça, à la limite, en fait, on s'en fiche, même si vous ne correspondez pas aux stéréotypes. Si à un moment donné, vous développez vos compétences et que vous faites votre travail avec cœur, la seule chose qui va préoccuper l'équipe, le client, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de contribuer au projet. Et si ces gens n'acceptent pas ce que vous êtes, non pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes, alors peut-être que vous êtes au mauvais endroit. L'ignorance pluraliste. Qu'est-ce que c'est l'ignorance pluraliste? L'ignorance pluraliste, c'est toujours exacerbé par les réseaux sociaux. Typiquement, on va avoir l'incarnation de ça sur Instagram. Si je regarde Instagram, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que des gens qui, pour la plupart, ont la banane, qui mettent des photos de quand ils sont heureux, de quand ils sont fit, de quand ils ont mangé un truc trop bon ou qui sont allés dans un endroit trop beau. On ne va pas voir, en fait, derrière chacun de ces clichés, qui sont à un instant donné, en fait, les doutes qui habitent ces personnes. Donc, moi, je suis avec mon syndrome de l'imposteur qui m'empêche de communiquer, qui m'empêche de m'exposer, et je ne vois pas que finalement, je ne suis pas du tout seul dans ce cas-là. Je me rappelle, quand je suis arrivé à Bali il y a quelques années, je pars pour faire du surf au nord de l'île, et là, j'ai envie de prendre mon téléphone, de shooter une photo, de prendre un palmier en photo et de l'envoyer sur Instagram. Et à l'époque, j'avais une peur bleue de poster sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, poster ce palmier, en fait, c'était la terreur. C'était pas un selfie, c'était pas une histoire, c'était rien de très grave, c'était un fichu palmier. Je n'ai jamais posté ce truc-là. Plusieurs années plus tard, aujourd'hui, je fais des posts et je fais des vidéos et je m'exprime et je prends la parole, mais ce truc-là était vraiment, vraiment bloquant. Et quand on regarde Instagram, YouTube, LinkedIn, que sais-je, en fait, on va pas voir derrière chacun des individus qui nous entourent, en fait, la galère et la peur, comment ce que les gens vont penser de moi, comment je vais être interprété. Et on a l'impression qu'on est tout seul dans cette galère, alors que c'est pas du tout le cas. Alors maintenant qu'on a parlé du syndrome de l'imposteur, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on parle de la peur et de la confiance en soi de manière un petit peu plus générale. Le syndrome de l'imposteur, c'est une façon de vivre
la peur et du coup sa relation à sa confiance en soi. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur pour comprendre la peur et du coup la confiance. Et pour comprendre ça, on va rembobiner la cassette. Okay, on peut même remonter 100 millions d'années en arrière pour trouver l'origine d'un de nos cerveaux qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est responsable de nos réactions primaires. Et une de ses fonctions, c'est d'assurer notre survie et c'est la peur pour nous protéger. Okay, donc, pourquoi? Parce que si je suis, par exemple, dans la savane, si j'attends de voir un léopard pour me mettre à courir, je vais me faire bouffer. Pourquoi? Parce que le léopard court plus vite que moi. Donc, j'ai commencé à détecter les changements dans mon environnement et j'ai associé, l'animal en moi a associé tout changement à l'horizon avec un danger pour ma propre existence. Okay, les réactions des animaux face au danger, c'est quoi? Ça va être le fight, okay, la bagarre, le fait de s'envoler, les oiseaux, ou le fait de se figer. On va être complètement prostré. C'est pour ça que quand un cerf, par exemple, traverse la route de nuit, il va se figer. On va être figé dans les phares. Pourquoi? Il n'y a pas de phare dans la forêt. Et quand il est sur la route et qu'il voit les phares d'une voiture, il ne sait pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se fige parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ce danger. Tout ça, c'est vachement utile quand vous devez vous protéger d'un guépard qui vous course. Mais dans le monde du freelancing, dans le monde de l'IT, cette peur, elle n'est pas toujours nécessaire. Et le problème, c'est que notre cerveau reptilien, il ne fait pas la différence entre un danger de vie ou de mort et une opportunité. Changement égale menace. Il ne fait pas la différence. Petite histoire que je voudrais vous raconter, c'est mon expérience du saut à l'élastique. Il y a quelques années, je pars faire un saut à l'élastique avec un copain. On n'avait jamais sauté et c'est vraiment le truc qui me faisait le plus peur à l'époque. Je ne sais pas si vous avez déjà sauté à l'élastique, en parachute ou fait des trucs qui vous font un peu flipper. Mais là, bref, on arrive en haut du viaduc. Et il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà cette histoire. Je vais me répéter. On arrive en haut du viaduc. En bas, il y a un étang. L'étang, il est grand comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on a les chocottes. En saut à l'élastique, si tu attends de ne plus avoir peur pour sauter, tu sautes jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, tu sautes quand même, tu sautes, tu as l'expérience, tu prends une grosse dose d'adrénaline et ensuite tu te dis, je l'ai fait. Okay, donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la peur n'est pas une condition à l'action. J'ai peur, j'y vais quand même, je fais l'expérience, j'augmente ma compétence et ce faisant, j'augmente ma confiance. Et non pas l'inverse. C'est la confiance qui est une résultante de l'action. J'agis et à la fin, je vais augmenter ma confiance en moi. Si j'attends que la confiance soit là pour agir, j'agis jamais. Donc la confiance n'est pas une condition à l'action, elle est une résultante de l'action. Douter de soi, c'est normal. Douter de soi, avoir peur, c'est normal, c'est même très sain. Il y a que les gens qui n'ont pas peur, c'est vraiment là pour le coup, c'est un problème. Le problème du doute et de la peur, c'est que quand ça nous empêche en fait d'avancer. Et pour ça, on va voir un petit peu le mécanisme et la relation entre la confiance en soi et la compétence et comment on peut avancer avec et malgré tout. Ça, c'est ce qu'on a appris. Et je remercie mon coach Kevin Fournier pour ce schéma-là qui m'a énormément éclairé et qu'aujourd'hui je peux partager avec vous. Ça, c'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris dans l'enfance, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on apprend dans la plupart des choses de notre système. On doit toujours être au top de nos compétences et au top de la confiance. Okay, sinon, on ne peut pas avancer. À l'école, si tu n'es pas compétent, c'est pas bien, tu n'as pas des bonnes notes et donc tu ne peux pas avoir confiance en toi, tu ne peux pas être heureux. Si tu es compétent, bravo, tu as des bonnes notes, donc tu peux avoir confiance en toi et tu peux être heureux. En réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. La confiance et la compétence, ce sont des choses qui fluctuent. Okay, si je prends l'exemple d'un projet tech, nouveau projet, pour peu que je sois challengé, nouveau projet égale inconnu. Forcément, face à cet inconnu, je vais être moins compétent que face à un challenge que j'ai eu dans le passé, que j'ai déjà fait. Et donc, si j'associe ma confiance à ma compétence baisse, donc ma confiance va baisser aussi.
Ça, c'est la manière dont, pour la plupart d'entre nous, on vit notre relation confiance-compétence. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que les autres, la plupart du temps, quasiment la totalité du temps, vont te percevoir comme étant compétent et confiant. Jusqu'à temps, le cas échéant, que tu leur prouves le contraire. Mais par défaut, on considère les autres comme tout à fait compétents et tout à fait confiants. Okay, donc, ça va être notre perception des autres par défaut. Ensuite, à nous de nous comporter de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes avancer. Mais en réalité, ce qu'on croit, on pense que les autres nous perçoivent comme incompétents et avec un manque de confiance en nous, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Alors, est-ce qu'on doit éliminer son syndrome de l'imposteur? Je crois que vous l'aurez compris, c'est pas du tout là où je veux en venir et c'est pas, pour ma part en tout cas, c'est pas ce que j'essaie de faire et c'est pas ce que je recommande. Je pense que éliminer son syndrome de l'imposteur, la seule solution pour faire ça, c'est de rester dans sa zone de confort. Okay, c'est de pas prendre de risques, c'est de rester sur son canapé à mater du Netflix. C'est sympa et c'est possible une fois de temps en temps, mais c'est vraiment, je pense que c'est pas sain et c'est pas comme ça qu'on crée une existence, une vie, un business ou même des relations qui nous nourrissent et qui sont excitants. Ça, je vous ai montré les deux autres schémas au préalable. Ça, c'est ce qu'on veut chercher à développer. Okay, on veut essayer, idéalement, de décorréler la confiance en soi de la compétence. Okay, il n'y a pas de raison, finalement, quand on y réfléchit, que la confiance en soi soit corrélée à la compétence. Je peux avoir confiance dans ma capacité à mener à bien un projet sans savoir comment je vais faire. Je ne sais pas si vous avez regardé 14 Peaks sur Netflix, le documentaire où il y a un Népalais qui va monter les 14 sommets les plus hauts du monde, enfin les 14 sommets au-dessus de 8000 en 7 mois, ce que personne n'a fait avant lui, et c'est un défi complètement dingue. Son niveau de confiance, il est au max. Son niveau de confiance, de compétence, il est très haut, mais finalement, est-ce qu'il a déjà fait l'expérience de monter autant de pics de 8000 mètres en 7 mois? Non. Donc sa compétence, elle est par rapport à ça, il est peut-être le plus qualifié, mais il ne l'a pas encore fait. Donc il ne peut pas dire je sais le faire en 7 mois. Okay, il a décorrélé sa confiance en lui de sa compétence. Je prends un projet IT, encore une fois. Si vous bossez sur des projets avec des enjeux, quand on associe sa confiance à sa compétence, on se dit je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas le faire, je ne vais jamais y arriver. Okay, ça, c'est une attitude. Si on décorrèle sa compétence de sa confiance en soi, on peut très bien être dans une posture je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais y arriver. Okay, donc après, ça se nourrit aussi de l'expérience, des années ou de l'entourage, de l'équipe. Mais il est tout à fait possible de prendre des projets beaucoup plus importants que ce qu'on a déjà réalisé. Okay, et si on dissocie la confiance de la compétence. Et c'est en général comme ça qu'on arrive à sauter des paliers. Okay, on peut avoir une croissance très progressive en prenant, j'exagère, mais 10 € de plus sur son TIJM tous les jours, ou on peut faire des bons en vendant un projet à 1500 € pour commencer, puis un projet à 5000, puis plus tard un projet à 8000 et un projet à 18 et puis un projet à 40. Et en fait, quand on regarde ces échelles-là, on n'est pas à plus 1000, plus 1000, plus 1000, plus 1000 au fur et à mesure que la compétence elle augmente. C'est la confiance qui augmente et qui va vous permettre en fait d'exploser. Alors, doutez de soi, je vous ai déjà montré ce schéma. C'est vraiment un problème quand ça vous empêche d'avancer. Moi, ce que je propose, moi, j'ai rien inventé. Hein, je suis juste le messager là-dessus. Mais je trouve ce qui est intéressant de faire, c'est de transformer le doute et la peur, non pas en un gros rocher qui vous empêche de vous mettre en mouvement, mais de le transformer en un petit gravier. Pas l'éliminer complètement, mais soit devenir tellement fort que ce ne soit pas un poids, soit de faire en sorte de le considérer comme un petit gravier que vous pouvez mettre dans votre poche et finalement faire votre boulot, faire votre vie et développer la meilleure version de vous-même avec ce doute et cette peur. Ils sont là, ils sont présents, ce sont des bons baromètres, mais ils ne vous empêchent pas d'avancer parce que vous les avez apprivoisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on rentre un peu dans les détails, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer le rocher en petit gravier? On peut cultiver son incompétence. Il faut chercher à être
confortable dans l'inconfort. Okay, sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas uniquement dans ce que vous apprenez pour votre job. Ça peut aussi faire des petites expériences dans la vie. Okay, ça peut être des trucs tout bêtes comme faire le parcours que vous avez l'habitude de faire en promenade complètement à l'envers, aller dans un quartier que vous n'avez jamais visité, regarder un film qui ne ressemble pas du tout à la catégorie que vous regardez d'habitude, aller passer ce coup de téléphone, peut-être qu'il y a 10 personnes que vous aviez envie de recontacter dans votre réseau, que ce soit personnel ou professionnel, prendre le courage à deux mains pour dire hey, « Salut, ça te dit qu'on se parle ?» Okay, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous apporterait tellement de bonnes choses. Ça, c'est aussi d'accepter que bosser en freelance et bosser en freelance dans l'IT qui plus est, c'est être toujours dans l'incompétence, constamment dans l'incompétence, constamment dans la recherche de nouvelles solutions et donc dans l'inconfort. Gardons à l'esprit que tout le monde galère. Okay, c'est pas parce que tu vois pas les gens galérer que les gens ne galèrent pas. J'ai galéré, par exemple, à mettre ces slides en place parce que j'avais plein de trucs dans la tête et en même temps, moi, je voulais pas passer pour un imposteur, justement. Qui suis-je pour venir vous parler de ça et ça, tu le vois pas. Là, je le dis, j'ai pas forcément envie que les gens le sachent, mais je le dis pour illustrer le propos. Tu vois pas la galère des gens, tu vois uniquement le résultat positif. Et donc aussi, arrêtez de se comparer. Okay, se comparer, c'est toxique. Chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a des moyens qui sont différents et chacun a une étape de sa vie qui est différente. Et se comparer, c'est parfois un petit peu utile pour une performance sur un truc spécifique, mais de manière générale, c'est plus toxique qu'autre chose. Donc, franchement, un truc à éviter. On garde en tête aussi que la passion et la persévérance sont plus forts que l'intelligence. Okay, pour garder ça en tête, on peut se dire qu'il vaut mieux un con qui avance qu'un intellectuel assis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer son intelligence, mais le talent, ça se cultive. On parle beaucoup en fait des 10 000 heures pour ceux qui sont très très compétents dans leur domaine. Il faut faire le boulot. Okay, donc si on est confiant dans la manière, dans ce qu'on veut faire, déjà, est-ce que vous êtes confiant dans votre vision? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous savez ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans la vie? Peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que vous connaissez votre direction? Est-ce que vous avez une confiance dans votre direction? Okay, et ça, plus de l'organisation et du travail, c'est plus fort qu'une intelligence de base qui, de toute façon, si elle n'est pas nourrie, va s'émousser. Un autre truc aussi, c'est sortir de sa tête. Le syndrome de l'imposteur, il est aussi narcissique. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais en fait, en se préoccupant de ce que les autres pensent de nous, en fait, on se regarde le nombril. Et ça, c'est important. En fait, on se victimise de ça, mais on ne se rend pas compte que c'est très auto-centré. Et donc, au lieu de se préoccuper de soi, de ce que les autres vont penser, d'essayer de persuader les autres qu'on est trop fort, si on se met dans une démarche d'aide, on n'a plus rien à prouver. Okay, je vais prendre l'exemple d'un développeur ou d'un designer qui rencontrerait un client. Okay, vous êtes un projet dans lequel on a un développeur, mettons un développeur WordPress ou Webflow, je fais simple, je pense que tout le monde comprendra l'exemple. Un développeur WordPress, Webflow, et en face, on a une consultante qui veut faire le site de son activité de consulting. Ils se rencontrent et ils font un échange pour faire le brief. La consultante ne sait pas trop ce qu'elle veut et n'a pas trop d'idées de prix. Le freelance, il peut être dans 2 attitudes. Attitude numéro 1, persuader la cliente. J'ai fait ça, je sais faire du WordPress, je sais installer une base de données, j'ai déjà fait un site pour machin, j'ai déjà fait un truc pour bidule, et je. Et en fait, rester dans une posture à essayer de persuader son interlocutrice que c'est le plus fort. La deuxième hypothèse de travail, c'est que le freelance, au lieu d'être dans le jeu et je persuade et je montre tout ce que je sais faire, et être dans l'écoute et dans l'aide. Ok ? Vous souhaitez donc développer votre site internet. Quel est votre message? Quels sont vos clients? Si on travaillait ensemble d'ici 6 mois, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme résultat dans votre business?
Et en fait, en posant des questions à mon interlocutrice, je vais la mettre dans une posture où elle va nourrir son propre projet. Moi, je ne vais rien avoir à faire d'autre que de l'aider. Et ça me fait sortir de ça me fait sortir de ce syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'avancer. C'est pareil dans des rapports commerciaux, ça peut être aussi pareil dans des entretiens d'embauche. Essayer d'arrêter de persuader les autres qu'on est trop fort et plutôt rentrer dans un dialogue et une écoute. Accepter qu'on ne sera jamais un expert complet. L'IT, la tech, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Okay, on ne va jamais être capable de tout faire. Donc, plutôt se concentrer sur le fait de trouver sa niche. C'est qui ton client idéal? Quel type de projet idéal tu as envie de faire? D'ici 3 ans, où est-ce que tu as envie d'être? Quel est le stack? Quel est l'équipement dont tu as besoin pour donner vie à ta vision? Et en fait, définir sa vision pour soi. Et ça permet de se mettre des œillères à tout ce qui se passe, au progrès fou et hyper rapide et à la quantité de choses qu'il y a à apprendre. Il faut resserrer ses propres œillères, mais ça, on peut le faire que si on a une clarté sur sa vision à plus long terme. Trouve ton environnement. On arrive sur la fin. On a beaucoup parlé de soi, en fait, son rapport à soi. Oui, vous êtes responsable, je suis responsable, nous sommes responsables de la manière dont on gère notre peur et notre confiance en nous et notre syndrome de l'imposteur. Mais on est aussi les fruits de notre environnement. C'est notre responsabilité de choisir notre environnement, c'est notre responsabilité de choisir nos clients, les équipes, les managers avec qui on travaille. Si on n'est pas bien à un endroit, soit on fait évoluer l'endroit, soit on peut aussi s'en aller. Okay, on n'est pas obligé de subir des environnements toxiques. Donc, recherchez, cultivez des environnements qui vous soient bénéfiques, des environnements bienveillants où vous pouvez vous épanouir. Et pour ça, je voudrais citer, j'avais une conversation avec Sarah, qui est Head of Marketing chez Comet. On en parlait il y a quelques jours. Et Comet a sorti un classement des entreprises préférées des freelances qui a été publié dans les EcoStart. Et du coup, là, j'ai mis ça comme clin d'œil. Alors, on va retrouver des grosses entreprises que tout le monde connaît. Donc, forcément, on ne verra pas toutes les autres plus petites où il fait bon bosser et bon travailler. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'aujourd'hui, en donnant la parole aux freelances pour dire ce qu'ils pensent de la manière dont ils sont traités en entreprise et notamment en termes de reconnaissance, je pense que c'est super important parce qu'il n'y a pas qu'en tant qu'employé que c'est primordial. Il y a de plus en plus de freelance et donc c'est vraiment bénéfique, y compris que les grandes entreprises comme celle-là mettent en place des choses pour que les gens se sentent bien et qu'ils aient la place pour évoluer. Voilà. Je termine avec ça. On a quasiment terminé. Imaginez que votre syndrome de l'imposteur, c'est un petit chien. Et ce petit chien, en fait, il est comme tous les autres petits chiens. Il est complètement foufou. Okay, il bouffe les pantoufles, il mord le câble de l'ordinateur, il fait n'importe quoi, il aboie, il réveille la nuit, il court dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois, vous êtes obligé de tirer sur la laisse. Sinon, vous n'avancez pas. Une autre manière de travailler avec ce petit chien, c'est de le dresser, en fait. Prenez le temps d'en faire votre meilleur ami. Prenez le temps de l'apprivoiser. Et ma mère avait un petit chien à une époque qui s'appelait Django et je suis allé faire un footing un jour avec lui et elle habitait dans un port de pêche, on allait faire un tour jusqu'au port, dans la ville et tout, et ce petit Django, en fait, il gardait sa laisse dans la bouche comme ça et il courait au pied et à chaque fois que je l'appelais, il revenait à mon pied et il s'arrêtait au passage pour piétons. Et les gens dans la rue étaient fous. Je me rappelle qu'on avait croisé un groupe de vieilles dames qui étaient juste ébahies devant ce petit chien qui était avec sa petite laisse, tout fier. Et c'est tellement un plaisir de se balader avec un chien qui se comporte comme ça que je trouvais ça une image intéressante à partager. Travailler sur votre syndrome de l'imposteur sans l'éliminer, mais pour en faire quelque chose qui soit en fait un allié. Votre syndrome de l'imposteur, votre peur, vos doutes, ce sont des bons baromètres. Ils sont là soit pour vous protéger, soit pour vous aiguiller. On a peur que de ce qui nous touche. Si vous n'en avez rien à faire de quelque chose, ça ne vous fera pas peur. Et souvent, la peur, c'est quelque chose, ça vous montre en fait que vous êtes en train de faire quelque chose qui est important pour vous. Donc, à ne pas ignorer, mais plutôt à maîtriser. Voilà. Et si vous voulez booster votre syndrome de l'imposteur, c'est mon job. La plupart des gens qui viennent bosser avec moi, qui soient employés et qui veulent passer freelance, ou qui soient employés et qui veulent s'épanouir avec un projet de créateur à côté, ou qui soient freelance, qui veulent booster leur business et leur vie, en général,
la plupart du temps, ça n'y manque pas. On va travailler sur les aspects du business et sur les aspects de la vie. Et forcément, moi, je vais les mettre dans des situations d'inconfort viable. Mais il n'y a qu'une seule manière, à mon sens, de créer une vie qui nous inspire, une vie qui nous fait kiffer, avec un business qui nous fait kiffer. C'est forcément de sortir de sa zone de confort. C'est forcément de s'exposer d'une certaine manière. Et donc, ça passe par le fait de booster et de dresser son syndrome de l'imposteur. Je vous laisse là-dessus. Avant de terminer, je voudrais vous remercier toutes et toutes d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. C'est un sujet, je pense que c'est un sujet important. Remerciez-vous vous-même aussi d'avoir pris ce temps pour vous. J'espère que ça a été utile. Merci Comet pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est aussi un honneur. Vraiment, c'est un kiff. Merci Sarah, merci Chloé, merci Cléa et merci Louis, à qui du coup je laisse la parole. Et du coup, moi je vais m'arrêter là. On se retrouve tout de suite pour peut-être quelques questions et réponses. Louis, Merci beaucoup, Charlot. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Moi, je le connaissais un peu de loin, mais sans vraiment prendre conscience de ce qu'est. Et justement, je pense que c'est en prenant conscience de vraiment ce que c'est et justement un peu travailler sur ça, comme tu le disais pendant la présentation, pas l'éliminer, mais travailler avec pour justement grandir et tout ça. Donc c'est super intéressant. Je pense que les exemples, notamment que tu nous as donné, des petits exercices aussi et images comparatives sont très utiles. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ce sujet et pour ton temps, et cetera. Et de toute manière, c'est pas le dernier présentation qu'on va faire avec toi. On va te retrouver très rapidement, on l'espère. Et du coup, encore une fois, merci beaucoup. On vous a mis, pour les participants, un sondage dans l'onglet sondage pour savoir un peu plus aussi sur ce que vous avez pensé de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et je crois que dans l'onglet questions, il y avait eu 2 questions. Oh, et là, il y en a encore une qui est arrivée. Donc, on a encore quelques minutes pour y répondre. Charles, est-ce que tu vois les questions? Yes. Je regardais si dans le chat il y avait des. Je voyais des trucs. Alors, les questions. On prend quoi? On prend la question de Charles Hervé pour commencer. Alors, Oui. Peux-tu revenir sur le. J'imagine que c'est quand dira-t-on? Quelle attitude adopter face à un entourage critique? Faut-il s'en couper, amis, famille? J'ai bien compris qu'il ne fallait pas en tenir compte, mais ce genre de personnes reste toxique. Alors ça, c'est une question délicate parce que je veux pas, c'est pas mon rôle et c'est vraiment difficile à faire là, surtout sans avoir une conversation, de te dire coupe les ponts ou coupe pas les ponts. De manière générale, une personne qui va avoir des comportements toxiques, on veut éviter, d'accord? Mais c'est toxique 1% ou c'est toxique 99%. Et ça, moi, je le sais pas, donc je vais pas te donner, Charles Hervé, des recommandations sur comment gérer tes relations, ce serait trop dangereux là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que c'est important de s'en protéger. Okay, si vous avez quelqu'un qui constamment vous souffle dans les bronches et vous crie dans l'oreille t'es nul ou c'est pas bien ce que tu fais ou tu n'y arriveras jamais ou ça va pas fonctionner, forcément ça aide pas. Et plus ces gens sont proches de vous, moins ça aide. Pourquoi? Parce que en fait, les gens qui nous aiment et les gens qu'on aime vont avoir un rôle prépondérant. On va être dans l'émotion avec eux et ça va forcément nous toucher très fort. Si j'en sais rien moi, mes parents, mes frères et sœurs, ma copine, mon mec me disent non mais attends, t'es sûr, ça va marcher. Forcément, ça va être déclencheur de critiques. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est pourquoi ils sont dans cet état-là. Et la plupart du temps, c'est très vrai avec les parents qui veulent protéger leurs enfants, mais c'est aussi vrai avec les gens qui nous aiment. Okay, et on est aussi parfois cette personne-là qui dit à quelqu'un, mais t'es sûr que ça va marcher ton truc? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur. Prenons l'exemple de 2 parents qui ont un enfant. On va prendre une caricature, mais pour que tout le monde comprenne. Je peux même prendre l'exemple d'une cliente qui a fait des études de clerc de notaire et qui a décidé de devenir développeur front-end. Bon, et ben, ses parents, ils sont indépendants, ils sont à leur compte, mais ils ne valident pas du tout le choix de leur fille. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ok, donc ils sont dans l'inconnu. Donc comme ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, réaction primaire, j'ai peur. J'ai peur pour ma fille, donc qu'est-ce que je fais? Je veux la protéger.
Donc, je veux la protéger, j'utilise ce que moi, je connais. Donc, je vais lui dire qu'au lieu d'aller vers ce qu'il a fait, elle rêver, et cette cliente, en l'occurrence, elle a très bien fait son travail et elle avance très bien. Mais ses parents, ici, restent en fait bloqués dans leur identité, que freelance web développeur égale inconnu égale danger, je protège ma fille, donc je vais lui souffler dans les bronches et lui crier dans les oreilles que ce qu'elle fait, c'est trop risqué. Voilà. Ça, c'est pour comprendre un peu déjà, de ne pas être dans une attitude forcément de bagarre avec ses proches, déjà de comprendre que s'ils parlent comme ça, c'est parce qu'en fait, ils nous font du mal, mais ils nous font du mal en nous voulant du bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc déjà, ça permet de redescendre un petit peu en pression. Après, si tu penses que potentiellement il faut s'en couper, ça peut être l'objet, j'imagine, peut-être plus d'une conversation que moi de te dire tout de suite maintenant est-ce que c'est blanc ou c'est noir, parce que ce serait beaucoup trop risqué et je me hasarderais pas à faire ça. En tout cas, merci pour la question, hyper intéressante. Donc voilà. Parfait. Alors, je vois 2 questions de Sarah. Si vous avez des questions, c'est encore le moment dans le chat ou sur les questions. Et allez-y. Je ne sais pas combien de temps on a encore, mais je vais faire de mon mieux. Sarah, démarrer la réponse en direct. Je peux appuyer. OK. Je suis vachement impacté par de petits pics blagues qui ensuite m'amènent dans une spirale de syndrome de l'imposteur. Comment gérer ça? Waouh. Je dis ouais parce qu'en fait, il me faut le temps d'articuler. Je n'ai pas de réponse toute faite sur ces trucs-là. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, on en parle dans le cadre freelance IT. Mais en réalité, c'est un fondamental et on l'a vu, tout le monde est touché par ça. Ce que j'ai envie de répondre, Sarah, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de relation aux autres, il y a avant tout une relation à soi-même. Le petit pic, la blague, factuellement, ce n'est qu'un petit pic, qu'une petite blague. Si ça vient de toucher toi, ce n'est pas le problème de la blague, c'est l'effet que ça va te faire à toi, c'est comment toi tu vas l'accueillir, comment toi tu vas l'interpréter. Et donc, s'il vient gratter quelque chose, il va te donner en fait une indication sur à quoi tu vas être sensible. Et donc peut-être que c'est en fait donc travailler sur ton syndrome de l'imposteur, ça peut être peut-être en fait d'accepter le pic ou la blague. Ça peut être aussi, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure à Charles Hervé, c'est les gens en fait autour de toi qui vont faire des critiques. C'est peut-être pour protéger, c'est peut-être parce que eux-mêmes ils ont peur. Donc pourquoi cette petite blague, ce petit pic, il te touche personnellement? Qu'est-ce que ça vient démanger chez toi? J'ai parlé au début de la présentation quand on a vu le triangle, j'ai parlé d'illégitimité. Et je disais que cette illégitimité, elle pouvait trouver racine loin en fait dans la vie. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans des expériences émotionnelles importantes. Le petit enfant, le petit bébé, le petit garçon, la petite fille, qui n'a pas été esquinté par les troubles de la vie, il n'a pas de problème avec les petits pics et les petites blagues. Il s'en fiche de ce que ses copains de classe pensent de lui, de ses dessins, de sa pâte à modeler, de s'il chante juste ou s'il chante faux, de ses histoires où il se raconte des histoires avec ses couverts. Il n'en a rien à faire de ça. Et c'est la vie qui va se charger en fait de nous faire des bobos plus ou moins gros et qui va faire qu'en fait ces blessures, on peut appeler ça des blessures de l'âme, vont faire que derrière on va être plus ou moins réactif à ces signaux. Donc ça, première chose, le pic, la blague, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même? Deuxième chose, qu'est-ce que ça dit de ton interlocuteur qui l'a sorti? La personne qui te fait un petit pic ou une petite blague, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être pour te challenger, ça peut être parce que cette personne pense que tu as grave confiance en toi et que du coup, on peut te chambouler parce qu'il ne voit que la partie émergée. On a vu qu'on pense que tout le monde est au sommet de sa compétence et de sa confiance. Donc en fait, je te fais un petit pic, une petite blague, je te chamboule parce que je pense que tu es au sommet de la compétence et de la confiance, donc je peux me permettre. Je ne me rends pas compte de ce que ça va évoquer. Ou alors, ça peut être un peu d'envie, ça peut être un peu de jalousie, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être quelqu'un qui rêverait d'être capable de faire ce que tu fais et qui n'en a pas le courage. Il y a plein de manières de sourcer ça. Donc, pour moi, 2 choses à faire pour résumer.
c'est d'éviter de prendre ça émotionnel. Pour éviter de prendre ça émotionnellement, c'est d'être un peu dans l'accueil et de dire qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi ça me touche, hein, et pourquoi cette personne-là me parle de cette manière? Et en fait, on va avoir du coup plein d'informations comme ça. C'est assez abstrait, mais hop, je clique sur le bouton, j'ai terminé de répondre. Je me rends compte que sur Livestorm, je peux contrôler les questions et les afficher ou les effacer. Alors, je peux passer à la deuxième question. Une autre question de Sarah que j'ai pas encore lue. Du coup, on va la lire ensemble. J'ai 41 ans et j'ai toujours des petites périodes de grand doute. J'ai pensé que ça allait diminuer avec l'âge, mais au contraire, et c'est par moments plus forte qu'avant. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, on a une réponse que je vais essayer de faire, c'est qu'on a deux vies en fait. On a une vie intérieure et une vie extérieure. Et dans la vie extérieure, on peut avoir des échecs, des apprentissages et des réussites. On peut avoir des relations, on peut avoir une carrière, on peut avoir des biens matériels. Ok? Mais notre vie intérieure, en fait, elle est décorrélée de cette vie extérieure. Ça, j'ai fait récemment une journée, un challenge, une journée de méditation. Donc, c'est une journée complète de silence et de méditation. Ça commence à peu près à 6-7 heures du matin, ça finit à 21-22 heures. Et sur cette journée, silence, pas de téléphone, pas de notification, personne, on ne parle pas. Il y a 10 heures de méditation. Okay, et ça commence sur un quart d'heure de méditation, ça finit sur 3 heures de méditation. Okay, et on apprend en fait au travers de ce stage que la vie extérieure et la vie intérieure sont décorrélées. On apprend dans ce travail de méditation en fait que on peut avoir un sentiment de bien-être intérieur très grand, quelle que soit la situation que l'on vit à l'extérieur. Et le fait d'avoir 41 ans, le fait d'avoir coché des cases dans la vie, le fait d'avoir eu des réussites, parfois, ne va pas suffire à guérir, j'ai parlé tout à l'heure d'illégitimité, de blessures de l'âme, ne va pas forcément suffire à régler les problèmes qu'on a avec soi-même, des problèmes qui trouvent leur source bien loin dans notre histoire, dans notre enfance ou dans des expériences émotionnelles fortes. Donc, il y a en fait, comme c'est décorrélé, et ben, c'est pas parce qu'on a 41 ans et qu'on a coché certaines cases qu'on est plus sensible. Et puis, peut-être aussi que ça veut dire que tu continues à progresser. On est fait, je l'ai dit tout à l'heure, on est fait pour progresser, on est fait pour être en expansion. Et donc, si tu continues à te challenger, si tu continues à aller chercher de nouveaux challenges, bah nécessairement, tu n'es pas dans le confort. Donc, forcément, tu remets en jeu ta compétence, tu remets en jeu ta confiance en toi, et c'est source de doute. Voilà ma réponse pour cette deuxième question de Sarah. Et je crois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas pas sur les questions, peut-être dans le chat. Et bah, du coup, Louis, je te redonne la parole. Hein. Yes, bah merci beaucoup encore une fois, Charlot. Et de toute manière, pour tous les participants, vous allez recevoir un mail avec le replay et aussi toutes les ressources pour retrouver Charlot, donc ton LinkedIn, ton site internet, ton Instagram, etc. Et puis, comme je vous disais, on va se retrouver très rapidement, encore une fois. Donc, ne vous inquiétez pas, l'attente sera pas longue. Donc, merci beaucoup encore, Charlot, et du coup, à la prochaine fois. Merci Louis, merci à tous. Très bon après-midi et à très vite. Si vous voulez me retrouver, c'est okcharlot.com, @okcharlot sur Instagram et aussi sur LinkedIn pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Voilà. Bon après-midi, prenez soin de vous et on se retrouve dans un mois. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.